Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur immoweek.fr. Le Cercle des Pierres d'Or invite aujourd'hui Alexandre Vodka, directeur du département investissement Bureau France chez Savills. Bonjour Alexandre Vodka. Bonjour Eric, merci beaucoup, merci pour votre invitation. Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission. Donc Savills, une société qui a une expérience très importante depuis plus de 60 ans, je crois, vous existez. Oui, 40 000 personnes dans le monde. En plus, Savills qui prévoit une croissance de 23% des volumes d'investissement en 2025 pour atteindre 214 milliards d'euros. Donc, ce sont des chiffres très importants. Quels sont les segments ou les zones géographiques qui devraient tirer cette croissance, notamment dans le secteur des bureaux, selon vous, Alexandre ? Alors, c'est à l'échelle européenne, évidemment. Très clairement, aujourd'hui, on assiste à un retour de la compétition. Et c'est des bons signes lorsqu'on se bat pour un immeuble en deuxième couronne, qu'on n'a pas juste une offre ou deux, mais qu'on en a 5, 6 ou parfois 10, c'est bon signe. Donc, très clairement, la première chose, c'est qu'on assiste à vraiment un retour de la compétition. Sur toutes les classes d'actifs, tous les segments et tous les secteurs. Ça ne veut pas dire pour autant que les prix augmentent. Mais c'est un premier pas vers un renouveau du marché et une sortie de crise. Et donc clairement, sur les segments de marché, on assiste à un certain nombre d'actifs qui, à une époque, étaient délaissés, voire déclassés. Alors évidemment, il y a souvent des sujets de reconversion, mais très clairement, on voit ce phénomène sur la partie dans le segment. Concernant les secteurs géographiques, si on s'en tient, disons, à la France, alors on assiste clairement, évidemment, à un intérêt évidemment très fort pour Paris, pour la centralité, mais on s'aperçoit aujourd'hui avec le repricing, et c'est ça qui nous rend positif, c'est qu'il n'y a plus de pricing discovery, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de découverte des prix. Donc quand on met un immeuble sur le marché, on sait ce qu'on va avoir comme résultat, quelque chose près. Et donc les investisseurs maintenant, les vendeurs, lorsqu'ils mettent un immeuble sur le marché, c'est pour le vendre. Et donc on va sans doute retrouver de la liquidité via la lucidité des vendeurs et le caractère évidemment un peu opportuniste des investisseurs qui trouvent qu'aujourd'hui le repricing a eu lieu, que ce soit dans le value add ou dans les actifs core. Vous évoquiez la deuxième couronne. Au niveau du bureau, la deuxième couronne a encore de l'avenir. Aujourd'hui, on a le sentiment quand même qu'il y a de plus en plus de centralisation en première couronne ou dans Paris Centre pour les bureaux aujourd'hui. Alors, on oublie un peu, on parle souvent du Grand Paris, de l'hyperconnexion, de la centralité, mais moi je dis souvent en anglais, c'est a question of location but connection. Et c'est vrai qu'on oublie un peu, mais on va juste avoir entre maintenant et 2032-35, 68 nouvelles gares en Ile-de-France, pour la majorité des hubs, 210 km de nouvelles lignes de métro, dont 190 km environ de tunnels. Le plus grand chantier tunnelier au monde est sous nos pieds. Et en fait, ça va recréer de l'intérêt. Évidemment, il n'y aura pas 68 nouvelles zones tertiaires, mais des secteurs qui étaient... Il y avait un peu parfois du bashing sur certains secteurs. On va retrouver vraiment des connexions qui seront incontestables et surtout ultra rapides. On peut penser à Saint-Ouen, on peut penser à Montrouge. Effectivement, donc on retrouve quand même des éléments d'infrastructure qui seront probablement des game changers ou qui vont probablement soit atténuer ce que l'on vit actuellement, sur le fait qu'effectivement, il y a souvent, on dit moins de bureaux, mieux de bureaux. C'était un ami qui disait ça. Et voilà, donc en fait, on commence à avoir des investisseurs qui nous disent « Ah, finalement, c'est pas complètement idiot d'acheter en première ou en deuxième couronne, parce que bientôt, on ira plus vite on va plus vite de la Défense par exemple, alors la Défense est bien connue, mais on va plus vite de la Défense à l'Opéra, notamment avec EOL, que parfois d'un quartier parisien à un autre. Donc en fait, il faut bien réfléchir à ça. Oui, c'est ça. Il faut bien regarder, il faut bien se tenir informé et bien voir comment les choses évoluent. Oui, et surtout la notion de coût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans des entreprises qui sont quand même drivées par le coût, il ne faut pas oublier que l'immobilier, c'est le deuxième coût après les salaires. Ouais. On se retrouve quand même dans une situation, aujourd'hui, un Paris à 1000, 1100, 1200 euros, la Défense est beaucoup moins chère et on a souvent des facteurs 3, des facteurs 4. Donc, divisé par 3 ou 4 sa facture coût immobilier, alors que vous êtes très rapidement dans le centre de Paris, aussi sur des communes qui ont aussi qui ont muté vers plus de live-work-play. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les centres-villes ont été régénérés. Si vous allez à Montreuil, si vous allez à Montrouge, si vous allez à Saint-Denis, si vous allez à Saint-Ouen, vous avez des centres-villes régénérés et qui donnent envie de bosser et aussi d'y rester. Quels sont selon vous, Alexandre, les enjeux majeurs qui sont identifiés par Savills, qui sont les plus impactants pour le marché des bureaux aujourd'hui ?
Alors, l'enjeu majeur, effectivement, c'est le marché des bureaux. On commence toujours par la demande placée. C'est vrai que la demande placée, qui était avant le Covid environ 2,2 millions sur les 10 années qui ont précédé le Covid, aujourd'hui on s'installe sur autour d'1,8 million, 1,7 million, 1,8 million. Voilà. Donc c'est vrai qu'une bonne année sera 2 millions de mètres carrés loués, alors qu'avant une mauvaise année, c'était 2 millions de mètres carrés loués. Donc en fait, l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est que il va falloir que les propriétaires créer les conditions pour rendre attractif leur immeuble. Ça veut dire avant tout résilient, avant tout vert, avec un impact carbone minimal. C'est devenu un enjeu pas seulement environnemental, mais je veux dire tout bêtement un enjeu marketing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous avez un immeuble qui n'est pas multilabellisé, il peut ne pas être sélectionné quand bien même le prix serait attractif. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Le deuxième enjeu majeur, si on part maintenant sur la partie investissement, c'est tout simplement enfin d'aligner les valeurs d'expertise avec les valeurs attendues par les investisseurs, les valeurs attendues par les acquéreurs. Et donc, la difficulté qu'on a, c'est qu'on a toujours aujourd'hui, et c'est pour ça que le marché sur la partie bureau s'est fortement réduit en quelques années, parce que voilà, il y a eu un repricing, et les expertises sont un petit peu en retard. Les expertises sont souvent au-dessus, évidemment, des valeurs potentiellement transactionnel, et lorsqu'on n'a pas la valeur d'expertise, il n'y a pas de transaction, ou lorsqu'on y est assez éloigné. Donc aujourd'hui, on commence à revoir, et c'est aussi un facteur positif, on commence à revoir des transactions, et donc ça va redonner des éléments de référence réels, transactionnels aux experts qui vont enfin pouvoir intégrer des vraies transactions dans leur pricing, et ainsi pouvoir annoncer aux foncières cotées, aux SCPI, voilà le vrai prix sur un immeuble vraiment comparable. Et donc maintenant, il faut mettre la valeur à ce prix-là pour pouvoir enfin le vendre. Donc c'est un facteur de liquidité. Donc tant cet élément de convergence entre les valeurs d'expertise et les valeurs transactionnelles, enfin potentiellement transactionnelles, mais qui n'ont pas eu lieu, c'est-à-dire le prix aux investisseurs bidaient, eh bien, il n'y avait rien. Et maintenant, on commence à se rapprocher, donc c'est plutôt pas mal. Alors Alexandre, si je vous ai bien écouté, ça veut dire qu'il y a un aspect très important, celui de la reconversion, celui de la réhabilitation des immeubles aujourd'hui, qui est un aspect que l'on ne peut pas éviter. Alors, tout à fait. Alors, quand j'ai commencé à travailler dans la première moitié des années 90, la fameuse grande crise, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, on en parlait déjà. On en parlait déjà, mais peut-être que... c'est devenu urgent aujourd'hui. Voilà, la crise des années 90, c'est intéressant d'en reparler, parce que finalement, on a l'impression de parler de la Première Guerre mondiale, mais c'est important d'en parler. On avait une situation où finalement, la croissance économique est revenue de façon très forte dans la deuxième moitié des années 90, c'est plus de 3% par an en moyenne. On a eu l'avènement des technologies de l'information, Internet, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers, etc. Donc il y avait une révolution technologique. C'était une économie d'équipement, on n'était plus dans une économie de remplacement. On a eu 5 très belles années. Et ça a permis à l'immobilier de sortir de la crise sans pour autant faire sa révolution. Voilà. Et donc là, c'est effectivement presque une révolution darwinienne. Il faut effectivement... l'immobilier, là, est une sorte un dinosaure qui doit évoluer, sinon il pourrait potentiellement disparaître. Et finalement, c'est les plus agiles. Et les plus agiles, un immeuble agile, c'est un immeuble transformable. Alors d'abord, il y a des besoins, ça c'est incontestable, mais aussi il faut exécuter. Alors en fait, au-delà de la transformabilité, au-delà du potentiel, au-delà de l'équation économique de la transformation, l'enjeu majeur, c'est surtout, tout simplement, les PLU, les maires, qui souvent disent « Ah, fantastique, vous allez me transformer mon immeuble, mais je veux quand même garder la moitié en bureau, ou un tiers, ou les 3/4. » Et à la fin, le problème, c'est que les maires poussent pour la transformation dans une certaine limite. Et le problème, c'est que sur certains secteurs ou sur certains immeubles qui, pour le coup, sont vraiment déclassés et qu'il faut vraiment reconvertir, on a souvent un obstacle majeur qui ne sont pas, en fait, les personnes autour de la table, le vendeur, l'acheteur, ce sont souvent les administrations qui, pour des raisons de taxes, pour des raisons derrière d'infrastructures, lorsque vous transformez, c'est très simple, vous prenez une tour à la Défense qui fait 40 000 m², vous la transformez en logement, vous allez transformer, disons, 80% de la tour, à la fin, ça fait environ 500 appartements d'à peu près 60 m². 500 appartements, si vous considérez des jeunes couples, et si vous prenez qu'un couple qui fait un seul bébé, ça fait 250 à 300 bébés. Et ben, ça veut dire 15 à 20 crèches à créer. Ça veut dire que quand vous dites, voilà, je voudrais transformer un gros immeuble en logement, ça veut dire que derrière le coût en infrastructure pour la mairie est absolument phénoménal, voire infaisable dans un contexte où les mairies n'ont plus d'argent et n'ont même plus de taxes d'habitation. C'est souvent ce que l'on oppose d'ailleurs dans la transformation des bureaux en logement, ces aspects-là. Effectivement, vous avez raison de les souligner, Alexandre, mais
Est-ce qu'il y a certaines sociétés qui se spécialisent dans la transformation de bureaux en logements? Est-ce Alors, que vous tout y à fait. croyez? Alors tout à fait. En réalité, c'est ça qui est intéressant. Alors, je ne vais pas faire de la pub, donc je ne vais pas citer Non, des bien noms. sûr, non, Je mais pouvais citer des communes. je parce m'adresse que- à l'expert que vous êtes. Voilà, Voilà. effectivement. Et encore une fois, voilà un facteur, encore une fois, positif et qui nous fait dire que probablement le bureau va, en tout cas les transactions d'immeubles de bureaux, même si ce n'est pas pour les garder en bureau, va rebondir, parce qu'on a beaucoup d'acteurs qui créent des fonds dédiés à la transformation, voire des acteurs spécialisés uniquement dans la transformation. Voilà, donc on a tout un nouveau pan de l'économie de l'industrie immobilière qui se structure avec un business case et un business model bien établi. Alors, établi sur le papier, qui demande qu'à être transformé. Aujourd'hui, il y a qu'environ 7% des logements développés en Ile-de-France qui proviennent de la transformation de bureaux. Demain, ce sera peut-être 10-15%. Alors, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que le logement ne sauvera pas le bureau et le bureau ne sauvera pas le logement. Au sens où c'est une partie du parc de bureaux qui sera transformée, mais l'immobilier, c'est le temps long. Le temps d'obtenir les autorisations, entre le chemin est long de l'idée à la chose, je ne sais plus qui disait ça, Voltaire peut-être. En tout cas, il faut de toute façon 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est le délai entre une idée et son exécution. Donc même aujourd'hui, les projets lancés aujourd'hui pour la transformation ne verront le jour qu'en 2028-2029. C'est le moment où les gens auront leurs clés pour rentrer dans leurs appartements. Donc on est quand même sur des schémas de timing assez longs, avec quand même un certain nombre d'obstacles, mais le principal obstacle n'est pas tant l'équation économique ou je dirais les fondamentaux de l'immeuble qui peuvent parfois être un peu contradictoires avec ce qu'on attend sur un immeuble résidentiel, par exemple des problèmes de profondeur, de hauteur, etc. C'est surtout que les administrations locales acceptent la transformation et acceptent de réduire ce qu'ils appelaient à une époque la mixité, en tout cas sur l'aspect tertiaire. Alors au milieu de tout ça, et parce que le temps passe vite, je vais vous poser 2 questions en une en fait. Au milieu de tout ça, quel conseil vous donneriez, vous, aux investisseurs qui souhaitent se positionner sur le marché des bureaux? Et chez Savills, pour vous, quelles sont les raisons d'espérer aujourd'hui en 2025 pour le bureau justement? Alors très clairement, les raisons d'espérer, c'est déjà, comme je le disais tout à l'heure, on a de la compétition sur toutes les classes d'actifs. Et donc tous les secteurs, toutes les classes d'actifs et tous les volumes. Sauf les volumes, évidemment, de plusieurs centaines de millions d'euros. Là, la liquidité n'est pas encore revenue. Quoique, ça commence. Et donc, le conseil, c'est au fond de tenter sa chance. Il y avait une pub qui disait 100% des gagnants ont tenté leur chance. Oui. Si vous êtes investisseur, si votre ADN, si votre job, c'est d'acheter des immeubles, eh ben, écrivez, bidez. Il n'y a plus de pricing discovery côté vendeur. Donc, aujourd'hui, les vendeurs savent combien vaut leur immeuble et combien il ne vaut pas, combien il ne vaut plus. Et par conséquent, même les investisseurs corps sont devenus, entre guillemets, opportunistes, au sens où ils écrivent et ils se disent à ce prix-là, ça pourrait passer. Et ça tombe bien parce qu'on s'aperçoit d'autre chose, c'est une réduction du spread entre le meilleur bideur et le moins bon bideur. Donc on s'aperçoit qu'il y a un élément de consensus aujourd'hui sur ce que valent les immeubles, ce qu'ils ne valent pas, ce qu'ils ne valent plus, mais c'est assez intéressant parce que finalement, ça crée de la compétition, ça crée de l'émulation, et on a des investisseurs, des privés, des institutionnels, beaucoup de privés qui ont écrit, surtout sur la première moitié de 2024, c'était assez intéressant, par l'absence d'institutionnels, et là ils disent « Ah bah oui, mais c'est peut-être pas idiot de racheter des immeubles parce que voilà, le repricing est fait, il est un petit peu derrière nous, donc maintenant, il faut y aller. » C'est très intéressant de vous écouter, vous avez une analyse passionnante. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alexandre Vodka d'avoir participé à cette émission. Je vous en Et on prie. vous souhaite bien évidemment chez Savills le meilleur pour la suite, mais avec l'expérience qui est la vôtre, je pense qu'on n'a pas à en douter. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Eric. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve rapidement pour un nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or Invite sur imoweek.fr.